Si je vous dis Roméo et Juliette, Samson et Dalila, Adam et Ève, pourquoi pas, pour faire honneur même à la chronologie. Et si je vous dis le roi Salomon, considéré comme étant l'un des plus grands sages, le roi Salomon et la reine de Shaba, le lien est vite trouvé. Tous ces grands hommes, qu'ils soient forts comme Samson, qu'ils soient sages comme Salomon, sont tombés, pas à la guerre. Et même si c'était une guerre, on peut dire qu'ils ont livré la guerre contre les passions. Mais ces messieurs, aussi beaux, aussi forts, aussi sages, aussi puissants, ont succombé. Et moi, j'ai envie de poser la question suivante. Faut-il pour autant condamner les passions? Faut-il juger les passions sur l'autel de la morale? Bien entendu, ce n'est que là une pure digression, mais allons dans le vif du sujet. Comment exploiter la problématique lorsque nous sommes face à un sujet question, comme indiqué au tableau, un sujet qui admet nécessairement un plan dialectique? On dira que j'aime la dialectique, mais la vie elle-même n'est-elle pas dialectique? Naître, grandir et périr, c'est là même le cycle de la vie. La problématique ne doit pas être confondue au problème. La problématique vient du problème. La problématique vient de l'éclatement du problème en sous-problème. Et lorsque nous développons la problématique, nous la développons de façon chronologique. Du coup, la première question de la problématique trouve sa réponse dans la thèse. Et qu'est-ce que ça peut donner? Si nous estimons qu'il y a lieu de condamner les passions a priori, ça va nous donner cette question-là. Dans quelle mesure faut-il condamner les passions? Ça, c'est si on veut vraiment faire simple. Dans quelle mesure faut-il condamner les passions? La thèse va répondre à cette question-là, de façon sous-entendue, dans le corps du devoir. Deuxième question. Les passions n'ont-elles pas une dimension positive? Ici, nous sommes en train d'apporter de la contradiction pour montrer que si dans certaines mesures, il faut condamner les passions à raison de leur caractère négatif, on ne peut pas condamner de façon éternelle les passions parce qu'elles ont peut-être une dimension positive, un côté positif. Et ça, c'est ce que nous allons vérifier à travers cette question. Les passions n'ont-elles pas une dimension positive? Et bien entendu, l'antithèse viendra vérifier ça. Si en termes de synthèse, l'élève nous fait comprendre qu'il faut aller à une maîtrise des passions, si pour lui la maîtrise des passions est la solution, est l'attitude qu'il faut avoir, en ce moment, il va poser la question suivante. La maîtrise des passions est-elle la clé d'une vie équilibrée? Parce que pour lui, pour notre cher élève, une vie équilibrée passe par la maîtrise des passions. Qu'est-ce que ça donne de façon concrète? La première question concerne la thèse. La deuxième trouve sa réponse à travers l'antithèse. Et la troisième question concerne la synthèse. C'est de façon stratégique et chronologique que les questions sont agencées, sont alignées. Du coup, quand on prend votre problématique, on doit avoir une idée
de ce que vous allez développer dans le corps de votre devoir. Et vous devez en quelque sorte rester fidèle à la chronologie des questions que vous avez déjà posées ici. Et lorsque les questions sont bien posées, on a déjà les prémices de réponse. Et les questions bien posées peuvent être à la fois utilisées comme idées prises de position. On les transforme maintenant en phrases affirmatives. Et elles peuvent être utilisées comme phrases de transition lorsqu'on veut passer par exemple de la thèse à l'antithèse ou de l'antithèse à la synthèse. Il y a un double usage pour ce qui est de la question 2 et de la question 3. Mais faites en sorte que votre problématique ne soit pas confondue à votre problème, parce que le problème est dégagé de façon affirmative. Je vous remercie pour votre attention.